Bonjour à tous. Donc, je vais commencer. Alors, on est un tout petit peu en avance, mais je pense que la salle est quasiment pleine. Et puis, j'ai fait un test hier. On a plutôt dépassé, donc on va, voilà, je vais essayer enfin, d'utiliser le temps au maximum. Donc, alors juste avant de commencer, cette présentation, elle est très orientée Docker, donc des choses, enfin, pas très fines, mais j'espère que vous avez tous une bonne idée de ce que c'est que Docker. Et il y a pas mal de concepts Amazon aussi, donc vous verrez, mais c'est moins important. Donc pour commencer, donc je m'appelle Laurent Bernal, je travaille chez D2SI. J'ai vraiment plutôt un background Linux. J'ai essayé de faire quelques petites choses sous Windows ces derniers temps parce que de temps en temps il faut, et c'est vraiment pas une très grande réussite. Et puis voilà, j'aime autant pas, hein, pour être franc. Et ensuite, voilà, j'ai découvert le cloud il y a quelques années maintenant, et je crois vraiment que enfin, j'aime vraiment beaucoup ça, et je pense que c'est vraiment important. Et dans les choses rigolotes, bah, enfin, j'aime vraiment bien, enfin, utiliser de nouveaux outils, les tester et casser plein de choses. Donc vous verrez, enfin, c'est essentiellement une démo cette présentation. Donc normalement, c'est beaucoup testé, mais je suis sûr que ça va casser. Donc l'idée, hein, c'est vraiment de parler à comment on passe de Docker sur son poste quand on fait des tests, quand on fait du développement, à Docker en production. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour le faire tourner. Et donc là, toute l'histoire de cette présentation et de cette démo, c'est de vous montrer comment on passe donc, du développement en local à comment on fait avec l'intégration continue pour faire marcher ça avec Docker. Et ensuite, comment on va déployer ces images qu'on aura créées sur des serveurs, et comment on va répondre à des questions qui sont complexes, qui sont comment on fait quand on commence à avoir pas mal de serveurs sur lesquels on fait tourner pas mal de conteneurs pour que ces conteneurs se trouvent les uns les autres. À la fin, on verra comment on peut updater une application dans ce type d'univers-là en faisant du blue-green deployment. Et si on a le temps, mais je pense qu'on y arrivera, on verra aussi comment on peut désactiver des features à chaud dans le code avec une seule branche déployée. Donc on va commencer par la démo tout de suite. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est builder un petit environnement, et je vais vous montrer donc à quoi ça ressemble. Donc c'est une petite application web que je vais vous montrer tout de suite, hein. C'est une application web qui est en Python. Donc là, la première chose que je fais, c'est que je vais vous la démarrer pour vous montrer. Donc je vous montrerai après à quoi ça ressemble. Donc là, hein, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers, beaucoup de Docker, j'ai fait Docker Compose, donc je démarre deux conteneurs, un conteneur Redis qui est un backend de data, et un conteneur web dans lequel il y a une petite application. Donc là, les deux conteneurs sont up, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, je ne sais plus sur quel port il est, 5000 je pense. Super, ça commence bien. 4 ans, ouais. C'était pas celui-là. Trop de redirection de port. Ouais, c'est pas ça. Donc voilà, donc c'est une petite application de vote. Donc vous verrez, donc là vous pouvez pas voter, hein, parce que c'est sur mon laptop, mais tout à l'heure vous pourrez voter, hein, donc je peux voter pour Vim, bon, pour Emacs, enfin moi non, mais vous verrez vous ce que vous voulez voter. Et donc c'est cette application là qu'on va prendre et qu'on va complètement builder. Alors je vais revenir à la présentation. Donc, si j'y arrive, voilà. Donc PowerPoint ça marche toujours pas. Vas-y, ça va, ok. Donc j'ai pris un peu d'avance, j'ai pas fait le build local que je vais faire tout de suite, et j'ai fait le run locally, hein, donc je vous ai montré l'application. Et maintenant, donc, je vais juste faire un petit écho je sais pas si vous avez vu la presse de Liz Rice sur les métadatas de conteneurs. Donc ça, hein, dans les choses qu'on faisait pas du tout, hein, il y a quelques temps quand on faisait des conteneurs, c'est qu'on s'occupait pas tellement de mettre des métadatas, donc des infos sur les images qu'on créait. On créait les images et puis on en avait quelques-unes, c'était pas grave. Quand on commence à en avoir pas mal, ça devient intéressant d'être capable de faire ça. Donc je vais juste supprimer l'image que je viens de créer. Et je vais la rebuilder avec donc, le code qui est là. Donc on va revoir passer un peu la même chose que tout à l'heure. Et je vais revenir sur les slides, vous dire. Donc là, j'ai tapé la commande qui est tout en haut.
Hein, donc en fait, je build un conteneur, je lui donne un tag qui est donc demotiadvod, c'est le nom de mon image, et je spécifie un tag, hein, donc une version. Donc ça, c'est la version 0.1, c'est la version que je teste. Et ensuite, je lui passe des arguments dynamiques de build et je lui dis que la version, c'est la 0.1, donc ça fait la même chose que le tag. Et l'intérêt de ça, c'est que le tag, on peut le perdre, hein, si on peut supprimer les tags des images enfin, ça pose pas de souci. En revanche, ce que je fais là, vous voyez, c'est que l'argument de version, ensuite, je le mets en label sur le conteneur dans la partie qui est à droite. Ce qui fait qu'ensuite, cette image, je peux la pusher un peu n'importe où, la réutiliser, et je vais toujours récupérer ces infos-là. Donc vous avez vu, j'ai mis plusieurs labels, et j'ai aussi mis une chose qui est intéressante, j'ai ajouté le Dockerfile dans l'image, ce qui fait que si un jour on récupère cette image et qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et ni comment elle a été buildée, ben, je pourrais voir ce qu'il y a dedans. Donc là, normalement, elle a été buildée, donc on va y revenir ici, voilà. Alors, j'ai la commande magique parce que... Donc là, elle est là, hein. Donc ça, c'est l'image que je viens de builder, la première de la liste. Et donc ce que je vous disais, donc là j'ai fait un inspect sur l'image, j'affile juste les labels, et vous voyez que dans l'image, il y a les métadatas dont je vous parlais, donc on ne voit pas très bien avec l'écran. Je vais vous surligner ça. Voilà, donc vous voyez, il y a le nom de l'application, la version de Python qui a été utilisée, et la version de l'application. Et je fais même aller récupérer le Dockerfile en me disant, comment j'avais buildé ça déjà. Donc là, je run juste un conteneur qui fait juste un cat de /Dockerfile, et donc il y a tout ce qui s'est passé tout à l'heure quand j'ai buildé. Une autre chose, vous avez vu, j'ai mis un tag spécifique à l'application. Assez souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on peut mettre plusieurs tags sur la même image. Et donc là, pour que ça marche après, j'ai besoin de faire ce que je viens de faire. Donc la même image, hein, vous voyez la même ID, elle a le tag 0.1 et le tag latest, ce qui fait que quand je vais démarrer mon application, bah, il va prendre celle-là. Donc on va la redémarrer. Voilà. Super. OK. Alors ça, voilà, donc effet démo, quoi. Donc alors c'est laquelle, celle-là? Aucune idée. Hein. Moi je vais tricher. Bon là il va rebuilder évidemment. Je sais pas si c'est le Redis qui a eu un problème ou le... Hallucinant. Alors. Donc c'est mon Redis qui a l'air de poser problème. Ok, bon, le réseau marche, c'est pas hyper rapide, mais ça marche. Donc j'ai changé de version de Redis juste pour voir si c'était ça. Ok, c'est mieux. J'espère que c'est ça. Hein. Ok, on va y arriver. Ouais. Ok. Donc, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que j'avais oublié de faire le Docker Compose Down, et en fait, il a voulu recréer des conteneurs qui étaient déjà là, et sauf que le layer n'existait plus parce que j'avais tout supprimé, quoi. Donc voilà, donc l'appli est là. Et ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va faire une petite modif dans cette application. Donc vous voyez, le titre, ici, c'est Vim versus Emacs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller changer le titre. J'espère que vous voyez toujours au fond. Ok, et donc je vais changer le titre. Je vais mettre Elotiad comme c'est marqué ici. Donc vous voyez que là, donc Python a rechargé l'image, et normalement, enfin rechargé le conteneur. Et donc normalement ici, on devrait changer le titre là-haut.
Donc voilà, donc là j'ai travaillé hein, sur mon application, j'ai fait un très gros changement, vous avez vu. Et donc maintenant ce que je vais faire, hein, c'est que je veux committer ça et envoyer ça dans mon système de gestion de version. Alors, je reviens là. C'est un peu dur avec la souris. Donc comme j'ai vu que le problème en fait c'était pas ça. Ok. Donc là je dis on a changé de titre. Ok, donc là j'ai envoyé ça sur GitHub. Et je vais revenir au slide pour vous expliquer un peu ce qui va se passer maintenant. Ok, donc c'était là. Donc là, on a updaté le code, on a commité, et ce que je viens de faire, c'est que j'ai pushé le code. Donc le code de ma démo, donc, vous verrez, il est sur GitHub, si vous voulez regarder, tout est disponible. Je l'ai pushé vers GitHub, et ensuite j'ai une intégration avec Travis, qui va prendre le code que j'ai pushé, qui va faire exactement ce qu'on a fait là manuellement, hein, donc il va rebuilder l'image, et ensuite il va la pusher dans un repository. Alors il y a plein de registries possibles hein, pour les images Docker, et il se trouve que là, comme toute la démo que je vais faire se fait sur Amazon, moi je le pousse vers ECR, qui est le registry qu'Amazon fournit nativement. Donc ça va durer peut-être 1 minute, quelque chose comme ça. Ok, donc il fallait bien que PowerPoint crache à un moment. Donc ici, normalement, hein, il y a un build en cours quelque part. Donc on va aller ici. Donc voilà, donc Travis est en train de lancer un build. Donc là, ça prend un petit peu de temps parce que comme j'ai besoin de Docker, il a besoin de démarrer une vraie VM. Donc là, il démarre la VM et c'est le temps que la VM démarre et ensuite il va lancer les commandes qui vont permettre de builder le conteneur. Donc voilà, c'est parti, le worker a démarré et on ira voir ce qui se passe juste après. J'en profite pour relancer PowerPoint. Magnifique. Ok, hein, donc je reviens ici. Donc là, vous voyez ce que fait on voit ce qu'il est en train de faire. Hein. Il est en train de builder l'image. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai fait moi tout à l'heure. La petite différence, c'est qu'au lieu de mettre un numéro de version arbitraire, il prend le tag Git, enfin le commit Git, le short commit, hein, les 7 premiers caractères, et il met ça comme nom à l'image. Et une fois qu'il a fait ça, il push ça vers ECR. Donc on va le voir à la fin. Voilà, ici, là, il a pushé vers Amazon. Donc si on revient ici, sur Amazon, ouais, merci, c'est pas ça que je veux voir. Voilà. Super. Ah, mais... Il y avait une erreur sur Travis? Ah oui. Ah, mais c'est parce que tout à l'heure, j'y suis allé beaucoup trop fort. Je pense que j'ai carrément supprimé le truc. Tout va bien. Alors... Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout à l'heure, je voulais supprimer les images qui étaient là, pour vous montrer avec les images qui étaient nouvelles. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de supprimer les images, j'ai supprimé les repositories. C'était pas très efficace, donc normalement ici ça va se passer beaucoup mieux. Voilà, donc je vais juste relancer le build. Et je vais passer à la suite le temps que ça build. Donc là, on n'a pas encore, hein, on a juste l'image qui est dans Amazon. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la déployer. D'accord. Donc pour la déployer, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un environnement complet sur Amazon. Et donc la première chose qu'on va créer, hein, c'est l'environnement qui est là. C'est vraiment le squelette de ce qu'on va déployer, enfin de l'endroit où on va déployer ensuite. On va créer un VPC, donc un réseau privé sur Amazon, avec des réseaux publics et des réseaux privés. Et ensuite deux éléments qui sont importants. Le Bastion, c'est une machine pour se connecter et ensuite rebondir sur les machines des réseaux privés. Et la NAT Gateway, hein, qui permet aux machines dans les réseaux privés qui n'ont pas d'IP public d'accéder à Internet. Donc ça c'est pareil, ça va prendre une petite minute à builder, donc on va le lancer tout de suite. Non, c'est pas celui-là. Voilà. C'est normal.
Donc là, pour automatiser la création de toutes ces ressources sur Amazon, j'utilise un outil qui s'appelle Terraform. Donc ça permet d'orchestrer la création des ressources sur Amazon. Et là, vous voyez, donc Terraform est en train de créer toutes les choses dont je vous parlais. Et on devrait pouvoir les voir arriver ici, hein, tout de suite. Donc là, tout à l'heure, j'avais qu'un seul VPC qui était le VPC par défaut. Et vous voyez, maintenant, j'ai un VPC qui s'appelle Demotia, donc celui qui est en train de se construire. Et dans ce VPC-là, il est en train de créer plein d'objets. Donc des subnets publics et privés, des tables de routage. Et si on revient ici, si on va voir sur les machines, normalement il y a des machines qui doivent être en train de booter. Alors j'ai quelques petites autres choses qui tournent là-dedans, donc je vais essayer de mettre le... Alors je crois que c'est celui-là. Voilà, donc ça c'est, vous vous rappelez le bastion qui était tout à l'heure, donc il est en train de se créer lui aussi. Donc on disconnectera tout à l'heure pour accéder aux machines. Donc lui, il en est où? Ok. Donc cette fois, le build n'est pas en erreur. Donc normalement, si je vais là, voilà. Donc ça, c'est l'image que je viens de créer, qui maintenant est disponible sur Amazon. Alors, il y a un autre truc qui va casser tout à l'heure, si je ne le répare pas tout de suite, c'est qu'il y a une image dont j'aurais besoin. Je vais la pousser avant d'oublier, parce que sinon, ça va recasser. Donc là, je fais enfin, vous avez vu d'ailleurs dans la console, Travis. Ça, c'est le login qui vient de se loguer au registry Docker. Donc, c'est une commande Amazon qui permet d'avoir les droits de pusher vers le registry qui est sur Amazon. Et donc, évidemment, il faut que... Non, c'est pas là. Voilà. Donc, il faut que je build ça aussi. Alors, comment il s'appelait, lui? Donc, ça, c'est une image dont j'aurais besoin tout à l'heure. Je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'elle fait. Hein. C'est juste que pour l'instant, voilà, elle s'appelle comme ça. Donc je pense que pendant ce temps-là, ce qui s'est passé, c'est que j'espère... Ça a fini. Donc voilà, ça y est, Terraform a terminé. Donc tout a été construit. Donc vous voyez, ça c'est tous les objets qui ont été créés par Terraform à droite. Donc que je vous montrais tout à l'heure dans la console. Ok. Il faut juste que je push ça. Ok, ça c'est normal. Je recherche juste... Bon, je reviendrai sur ça juste après. On va continuer à avancer. Donc maintenant qu'on a créé notre environnement sur Amazon, ben on va créer des machines. Et une question qui est importante pour démarrer des conteneurs, c'est savoir comment on va faire pour les faire tourner. D'accord. Donc il y a plein de façons de faire. La façon la plus simple, c'est de se connecter sur les machines. Donc on va faire un SSH sur la machine, faire un Docker run et la démarrer. Donc ça c'est bien quand on a très peu de conteneurs et quand on démarre et quand on commence, mais quand on commence à vouloir faire de la production un peu sérieuse, c'est difficile de faire ça comme ça. Donc il y a une autre façon de faire hein, qui est d'utiliser Ansible. Donc si vous avez vu le talk de ce matin de GumGum, ben, on peut faire donc exactement ce qui était présenté ce matin. Hein, donc c'est expliqué à droite là-bas. C'est on peut utiliser Docker pour dire ben, je veux démarrer un conteneur sur la base de telle image. Sur telle machine. Donc là, vous voyez par exemple, sur les hosts qui ont le tag, qui s'appelle Redis, démarre un conteneur Redis à partir de l'image Redis. Et pareil pour l'application elle-même. Donc ça, c'est bien, mais c'est assez statique. Ensuite, donc ça nous permet de démarrer un conteneur sur une machine. Après, une autre question qui est un peu compliquée, c'est comment on fait pour choisir sur quelle machine on va démarrer les conteneurs. Donc, ben, on peut faire à la main, hein, ce que je disais juste avant. Et ce qu'on peut aussi faire, c'est utiliser un scheduler générique. Donc les schedulers génériques, c'est des choses qui n'ont pas du tout été faites pour Docker, qui sont faites pour scheduler des workloads sur plein de machines. Donc historiquement, le très grand, le très connu, c'est Mesos. Et plus récemment, il y a aussi Nomad qui fait ça. Donc là encore, pas de spécificité avec Docker, c'est juste des schedulers de workload. Et ensuite, maintenant, il y a des schedulers spécialisés, donc des choses qui sont spécialisées dans Docker et qui permettent de choisir sur quel host on va démarrer les conteneurs.
Donc j'ai mis les plus grands là, hein, donc Kubernetes enfin, c'est open source et c'est fait par Google à l'origine. ECS, celui d'Amazon, et Swarm qui est celui donc Docker qui est intégré dans Docker maintenant. Alors, choisir son scheduler, c'est en soi déjà une question très compliquée, et ça pourrait faire l'objet d'un talk complet. Clairement, il n'y a pas trop d'ambiguïté sur le fait qu'aujourd'hui, le plus complet et celui qui est probablement le plus prometteur, c'est Kubernetes, celui de Google. Hein, c'est très dynamique, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ça, et ça avance vraiment beaucoup. Ce qui est important, c'est que Kubernetes et Swarm, ce qu'ils ont de spécifique, c'est qu'ils fournissent beaucoup plus que juste le scheduling des conteneurs. Et donc, ils présentent aux utilisateurs un niveau d'abstraction bien plus élevé. Typiquement des choses ils font des présuppositions sur le DNS, la gestion du réseau et toutes ces choses-là. Donc, on a une petite expérience de Kubernetes, c'est vraiment bien. Moi, ce que je vous recommande, c'est regarder ça une fois que vous aurez commencé à faire tourner vos premiers workloads en production, sans ces choses-là qui rajoutent de la complexité en termes de compréhension et de diagnostic. Donc pour la démo, bon, vous aviez compris, j'ai choisi ECS. Alors c'est pas parce que cet outil est plus magique que les autres, c'est juste qu'il y a une excellente intégration avec Amazon. Donc là, dans le cadre de la démo, c'est pratique. Et il y a une super intégration dans Terraform, ce qui fait que je peux utiliser Terraform à la fois pour créer les ressources et pour créer ensuite les conteneurs sur Amazon. Une autre question qui est importante quand on commence à avoir pas mal de machines et pas mal de conteneurs, c'est de dire comment on fait pour que des machines qui tournent sur des hosts physiques différents se trouvent et que les conteneurs puissent communiquer. Donc si vous avez déjà utilisé des conteneurs, vous savez que par défaut, les conteneurs sont sur un réseau qui est local à la machine, et donc elles voient que cette IP privée. Donc quand on expose les ports publics de la machine, mais ensuite il faut que les autres machines, il faut qu'elles connaissent ça pour trouver les services. Donc ce qu'on a commencé par faire nous, clairement, c'est toujours dans l'idée d'Ansible que je montrais tout à l'heure, c'est injecter du etc host dans les conteneurs. Donc vous voyez l'exemple à droite là-bas. Si on a un catalogue qui dit sur quelle machine à quelle IP, on peut dire typiquement mon appli web, en fait, elle a besoin de parler au Redis, et le Redis, son IP, c'est ça, je le sais, je l'ai dans mon inventaire Ansible. Donc ça marche. C'est pas hyper élégant et c'est pas hyper dynamique, vous vous en doutez quoi. Alors on peut aussi s'appuyer sur le service discovery des schedulers, donc c'est ce que proposent Kubernetes et Swarm clairement, et c'est dans cette direction qu'ils vont. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, ces deux-là ont des grosses hypothèses sur le fonctionnement du réseau. Et typiquement, ils ont besoin que les réseaux qu'il y ait des overlays réseaux, donc qu'il y ait une abstraction du réseau en plus, que le trafic passe quasiment tout le temps par des proxys avec des grosses manipulations d'IP table, donc ça ajoute pas mal de complexité. Et ensuite, une autre petite limite de ces outils, une contrainte, c'est que ça marche très bien dans le monde des conteneurs. Par contre, l'intégration avec l'extérieur du monde, donc le monde hors conteneur, n'est pas évidente, quoi. Donc une autre solution, c'est d'utiliser un outil complètement séparé du scheduler pour faire la découverte de services. Et donc c'est ce qu'on va faire là. Donc ça donne on a un meilleur contrôle. On peut, ça marche avec des workloads qui ne sont pas dans les containers. Bon, évidemment, ça fait un outil de plus à gérer, mais bon, c'est le pendant de ça, quoi. Et donc pour la démo, on va utiliser Consul. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que dans l'environnement qu'on a créé tout à l'heure, on va créer un cluster Consul. En fait, vous voyez pas là, en fait, si je tape sur ma console qui est là. Donc c'est pareil, c'est décrit avec Terraform. Là, il va créer des machines et il va les mettre. Elles vont apparaître sur Amazon et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, je vais juste essayer de retrouver le truc qui me manque. Ouais, ça c'est exactement ça que je veux. Par contre, il faut que je trouve la bonne image maintenant. Ok. Donc il faut que je tag ça. Donc là, il faut que je repousse l'image que j'ai supprimée par erreur tout à l'heure. Normalement, j'aurais pas dû vous montrer ça, mais voilà. Okay. Donc là, les commandes que je vous montre, c'est exactement ce qui s'est passé tout à l'heure quand c'est Travis qui l'a fait pour mon autre image. Donc je vais juste voir ici si ça s'est bien passé. Encore quelques mégas. Ok.
C'est bon, j'ai une image là-dedans, ça devrait mieux se passer pour la suite. Donc je reviens à Consul. Hein, donc là, ce qui est en train de se construire sur Amazon, c'est les 4 machines qui sont décrites ici. Donc Consul, c'est vraiment un outil qui sert. C'est un système distribué pour gérer de la découverte de services et de la configuration. Là, il y a 3 grands composants qui sont les Consul serveurs, donc les composants qui sont en bas. Donc eux, ils vont vraiment porter les datas. C'est là-dedans que tous les nœuds vont s'enregistrer et mettre leurs informations. Et ensuite, celui qui est en haut à gauche, en jaune, c'est un agent. Donc lui, il va participer au cluster, mais lui, il n'aura pas de données. D'accord. L'intérêt de ça, c'est que via cette machine-là, on aura une petite interface graphique qui nous permettra de voir ce qu'il y a dans le cluster. Donc, je pense que là, ça devrait être bon. On va voir si elles ont apparu, les machines. OK, donc vous voyez, les machines conçues sont en train de démarrer. Ça, on s'en fiche pour l'instant. Donc là, je me connecte au bastion, donc la machine que je vous ai montré tout à l'heure, et je fais une redirection de port pour accéder à l'agent. Et donc cette fois, je ne vais pas me gourer de port. Normalement, ici, là. Sauf que lui, évidemment, il n'existe pas. OK. Donc ça, c'est la vision du cluster consul telle qu'elle est en ce moment. Hein. Donc vous voyez, il y a 4 nœuds. Donc il y a les 3 serveurs consul et l'agent qui affiche cette image-là. Et pour l'instant, il n'y a qu'un service qui est le service par défaut, qui est les serveurs consul exposent un service consul. Je continue. Donc maintenant, l'étape d'après, c'est de dire, on va créer des machines ECS, hein, donc des machines qui vont porter les conteneurs eux-mêmes. Donc pour l'instant, on a juste l'écosystème de ça. Maintenant, on va créer ces machines-là. Et ensuite, enfin, on déploiera les conteneurs. Donc ECS, ça va marcher exactement de la même façon. Donc je fais toujours ça avec Terraform. Voilà. Et donc là, hein, Terraform est en train de créer les 3 machines qui forment le cluster ECS, dans lequel ensuite je vais scheduler mes conteneurs. Je vais revenir là, normalement les machines vont arriver par là. Ok, donc là les machines sont en train de booter. Je reviens ici. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez voir, quand les machines vont démarrer, il y aura quand même quelques services sur ces machines. Donc en fait, ce qui se passe, c'est quand les machines démarrent, je fais en sorte qu'elles installent plusieurs services qui vont servir au cœur de l'écosystème que je vais déployer ensuite. Donc services, c'est les mêmes sur toutes les machines. Hein. Je fais en sorte que les conteneurs en question soient démarrés sur toutes les machines. Donc les conteneurs en question sont un agent consul. Donc ça, c'est pour que la machine ECS appartienne au cluster et qu'elle puisse être utilisée, que cette machine fasse partie et que donc tous les autres conteneurs puissent l'utiliser pour voir, s'inscrire en tant que service et voir les services qui sont sur les autres machines. Il y a donc ce qui s'appelle RG, c'est Registrator. Donc ça, c'est un service qui permet l'enregistrement automatique des nouveaux conteneurs. Donc ça, je vais vous montrer tout de suite comment ça marche juste après quand le cluster sera là. Donc c'est un conteneur hein, qui est public que vous pouvez très facilement trouver. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il écoute les events Docker et chaque fois qu'il voit un conteneur apparaître, il l'enregistre dans Consul. D'accord. Et donc comme ça, on va voir les services dynamiquement apparaître. Celui qui est à droite, on en parle, je vous en parle très vite fait, mais ça n'a pas d'intérêt, on ne verra pas dans la démo. C'est un outil de monitoring, c'est CAdvisor. Ça permet de voir ce qui se passe sur la machine et dans les conteneurs, mais on n'aura pas le temps de regarder ce que ça donne. Donc on va juste revenir ici. Donc est-ce qu'on a des nouveaux nœuds? Voilà. Donc vous vous rappelez tout à l'heure, hein, il y avait les machines consul. Là, il y a les 2 machines ECS qui sont inscrites. Normalement, il devrait y en avoir une 3e qui devrait arriver assez rapidement. Voilà. Donc là, toutes les machines sont là. Elle n'a pas encore de service, donc le service n'a pas encore démarré, mais je pense que ça va arriver très vite. Voilà, donc ça y est, tout est prêt. Donc maintenant, je vais vous montrer. Donc ici, si on retourne, non, je ne vais pas faire ça. Ce que je vais vous montrer, c'est à quoi ça ressemble l'enregistrement de service dont je vous parlais. Donc je vais je vais me connecter sur une des machines et je vais démarrer un service arbitraire. Donc là, je me connecte à la machine ECS 0. Et donc je vais faire un docker run.
IP. Ok, donc là je démarre un conteneur Redis et j'expose le port. Donc là, il est en train de télécharger le conteneur, il va le démarrer. Et dès que ce conteneur va être up, normalement ce qui va se passer, c'est que Registrator va détecter qu'il y a un nouveau conteneur qui est apparu et il va l'enregistrer dans Consul. Donc normalement ici, si je fais docker ps, donc il y a les conteneurs dont je vous parlais tout à l'heure, mais devrait aussi avoir le Redis. J'ai fait quoi? Ouais. Alors le Redis, évidemment, il a pété. Alors pourquoi? J'en ai aucune idée. C'est pas mon genre avec Redis, hein. Ok, ça c'est parce que je suis bête. En fait, il a cru que c'était un paramètre de Redis, évidemment. Ça devrait mieux se passer maintenant. Voilà, donc il y a un Redis qui est up. Et si je vais ici dans les services maintenant, voilà, il y a un service Redis qui vient d'apparaître. Et il tourne sur le nœud ECS0. Donc ce qui est intéressant, c'est que je vais me connecter sur une autre machine. Et je vais vous montrer ce qui se passe quand on veut essayer, depuis l'autre machine, de découvrir ce host-là. Donc là, je vais tricher parce que j'ai une commande pour m'aider. Donc là, ce qui se passe, je vous explique la commande, c'est en fait, je démarre un conteneur Alpine. Donc Alpine, c'est une toute petite distribution Linux avec le shell dans Alpine, c'est pas Bash, c'est H. Et ce que je dis au conteneur, c'est utilise ce DNS-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Consul, lui, il fournit un service DNS. Et là, je l'ai bindé sur le bridge Docker. Donc ça, c'est l'IP du bridge Docker. Donc ce qui s'est passé ici, maintenant, c'est que si je regarde ce qu'il y a dans etc resolve.conf, donc il utilise bien ça. Et normalement, si je fais ping Redis c'est pas ça, c'est service.consul. Je vais y arriver. Ok, donc là, ce qui se passe, c'est que grâce à ce serveur DNS qui est dans Consul, je peux, depuis une machine qui est sur un autre host, découvrir Consul. Donc voilà, je vais juste aller nettoyer le conteneur que j'ai créé ici. Il doit être par là. Donc là, j'ai supprimé le conteneur, et si on retourne dans la console Consul, normalement, on devrait voir que le service a disparu. Donc on va voir. Ouais. Voilà, donc ce que fait le Registrator, c'est que non seulement il découvre les nouveaux conteneurs, mais aussi quand il y en a qui disparaissent, il les enlève. Donc là, vous avez compris cette partie-là. Donc ça, c'est exactement la partie qu'on vient de faire, hein. Donc ce que je vous ai décrit, on a démarré un Redis sur une machine, et on l'a accédé depuis l'autre. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va déployer notre application. Donc je vais lancer le déploiement, et je vais vous expliquer un peu plus ce qui se passe là-dedans. Non, c'est pas ça. Donc j'ai lancé la stack Terraform qui va créer les backends. Donc les backends, c'est quoi? C'est un service Redis. Donc vous voyez en bas à droite, là-bas, d'accord? Le service qui est tout là-bas tout en bas à droite. Et ensuite, il y a un autre service qui est composé de deux conteneurs qui sont Consul Template et HAProxy. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dû rebuilder un conteneur, c'est celui-là que j'ai rebuildé, et je vais vous expliquer après juste à quoi ça sert. Ça, c'est ce qui va permettre de faire dynamiquement configurer HAProxy sur la base de ce qu'il y a dans Redis. Et en plus, il y a un load balancer qui nous permettra d'accéder à l'application, et dans quelques minutes, vous pourrez voter. Donc pendant que ça build, quelques petites choses sur ECS. Donc vous vous rappelez, les conteneurs que j'ai démarré tout à l'heure, c'était juste des tasks, donc c'était manuel. J'ai dit, je veux démarrer cette tâche sur telle machine. Et je l'ai fait pendant le bootstrap de la machine, hein, c'est-à-dire que quand la machine a démarré, elle a démarré ces conteneurs-là. Et en fait, on ne démarre pas des conteneurs, on démarre des tasks qui sont plusieurs services, plusieurs conteneurs, pardon. Si jamais vous avez fait du Kubernetes, c'est un peu l'équivalent d'un pod. Les services, c'est plus riche, hein, donc c'est dire je veux tant de versions de ce service qui tournent dans le cluster. Donc au lieu d'avoir
sur un seul nœud, on va en avoir sur plusieurs nœuds, et ECS va faire en sorte qu'à tout moment, il y en ait toujours un certain nombre. D'accord? Donc vous voyez par exemple la partie HAProxy, j'ai dit j'en veux 2 pour la résilience, et donc il y a les 2 nœuds HAProxy qui sont là, et quoi qu'il arrive, ECS va faire en sorte qu'il y ait toujours 2 nœuds. A l'inverse, le ready, j'ai dit que j'en veux 1 dans le cluster, et donc il y aura toujours un nœud dans le cluster, s'il tombe, ECS en redémarrera un. Ce que fait en plus ECS, c'est qu'en fait, il s'arrange pour faire du scheduling de manière un peu intelligente. Donc pour trouver sur quel nœud il va faire tourner quel conteneur, donc il va essayer de trouver des nœuds où il y a de la capacité, enfin de la mémoire et du CPU. Et il fait un truc un petit peu malin aussi qui est assez sympa, c'est qu'en fait, quand on a un service qu'on veut faire tourner plusieurs fois, on en veut 2 pour la résilience, il va essayer de se débrouiller pour que les services ne soient pas dans la même zone de disponibilité. D'accord? Donc là, par exemple, mes 2 HAProxy, ils sont sur 2 nœuds qui ne sont pas dans la même zone de disponibilité, ce qui fait que si jamais il y avait une zone de disponibilité qui tombait, eh ben, ça marcherait quand même. Donc vous vous rappelez que je vous ai dit la partie HAProxy, en fait, c'était 2 conteneurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour générer des configurations dynamiques, avec Consul, il y a un petit outil qui s'appelle Consul Template, qui permet de dire, sur la base de clés qui sont dans Consul, génère-moi un fichier de configuration sur la base d'un template. D'accord? Donc là, vous voyez l'exemple qui est là. Donc ça, c'est un bout de configuration HAProxy. Et vous voyez, sur la partie default backend, eh ben, il y a une petite chose enfin, il y a vraiment un placeholder Consul template qui dit, ben, à cet endroit-là, tu vas soit me prendre une clé qui est dans Consul qui s'appelle root/vote. Donc là, pour l'instant, dans notre cluster Consul, il n'y a rien. Donc voilà. Ou alors, par défaut, tu prendras blue. Et dans notre cas, vous allez voir, on va aller tout de suite, ça va générer la conf qui est à droite pour HAProxy, ça va générer la conf où ça va écrire blue, puisque pour l'instant, on n'a rien dans Consul. Donc on va vérifier ça, et ensuite, on changera ça. Donc je vais essayer de trouver un nœud sur lequel il y a un HAProxy qui tourne. Donc là, ça y est, les conteneurs ont démarré. Donc ici, j'ai HAProxy. Donc il tourne sur ces 2 instances-là. Donc je vais aller sur la 0. Je vais essayer de trouver le conteneur HAProxy. Ouais, ça doit être c'est pas facile à lire, ça va être celui-là. Et on va aller voir ce qu'il y a dans la conf HAProxy qui a été générée. HAProxy. Donc voilà, donc vous voyez, il a généré cette partie-là de la conf. C'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. À cet endroit-là, il a mis blue. Et donc pour l'instant, dans la conf, il y a marqué blue. Je vais retourner dans Consul. Si j'arrive là. Et donc pour l'instant, on s'est intéressé aux nœuds qui faisaient partie du cluster et au service. Maintenant, on va aller dans la partie clé valeur qui permet de mettre de la configuration. Donc là, vous vous rappelez, la clé, elle s'appelait root/vote, ouais, c'est ça. Et donc pour l'instant, il n'y avait rien. Et là, je vais mettre green. OK, donc ça y est, la clé est là. Et si je reviens ici, donc là, ce qui s'est passé normalement, c'est que Consul Template a su qu'il y avait un changement sur la clé. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a régénéré la conf. Donc normalement, si je réaffiche la conf du HAProxy, ici, voilà, vous voyez maintenant, il y a marqué green. D'accord? Donc pour l'instant, c'est juste un exemple. Vous allez voir après exactement à quoi ça sert tout ça. Alors, voilà. Donc maintenant qu'on a cette partie qui est le cœur de l'application, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer le front-end. Pour l'instant, notre application de vote là, en Python, ben, on l'a pas, quoi. Donc le front-end, c'est quoi? Ben, c'est juste les 2 petits conteneurs verts qui sont là. Donc c'est l'application elle-même. Donc on va la déployer. Donc comme le HAProxy il route vers ça, on va déployer la partie verte de l'application. Donc je retourne ici. Voilà, donc là c'est pareil. Donc là je crée juste le service qui s'appelle vote green, je pense. Donc ça y est, c'est déjà démarré. Donc on devrait le voir arriver dans Consul assez rapidement. Voilà. Donc ça y est, il y a un nouveau service qui s'appelle vote green qui tourne sur 2 machines, ECS0 et ECS1. Et donc maintenant, si tout se passe bien, normalement, bon c'est la démo, hein, donc voilà. Ouf, super. Donc maintenant, si vous allez à l'URL qui est en haut, cad.awsdemo.d2si.eu, vous pouvez voter. Donc voilà, moi je vote pour BI. Donc voilà, je vous laisse quelques instants si vous voulez voter. Ensuite, on va revenir à la suite.
Je vous redonnerai l'URL. Hein. Donc elle est là-haut là. Donc là, ce qui se passe, hein, c'est qu'on passe par le load balancer, on arrive sur la HAProxy et il nous envoie vers le backend vert. Alors ce qui se passe, c'est comment HAProxy a su sur quelle machine tourner les services où il y avait mon code en Python pour y accéder, parce que c'est des services qui ont démarré dynamiquement avec des adresses, des ports dynamiques gérés par Docker. Comment il les a trouvés? Et ben c'est pareil, hein, c'est toujours Consult-Template qui fait ça. Donc vous voyez, c'est une autre partie de la conf qui est en bas. En fait, ce que j'ai encadré en orange, hein, c'est qu'il cherche un service qui s'appelle vote_green. Et ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il itère sur tous les services qui s'appellent comme ça, et il écrit le nom du nœud, son adresse et le numéro de port. D'accord? Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a généré le bloc qui est à droite maintenant, et qui permet de trouver le nœud. Donc ça, c'est la conf que j'avais hier quand j'ai fait les slides. Si on revient ici, ça ne sera pas tout à fait la même chose. Donc vous voyez là, donc ça c'est ma conf HAProxy de tout à l'heure. Il n'y avait rien ici, donc en fait mon backend il ne servait pas à grand chose, quoi. Donc maintenant si je réaffiche, voilà, ça y est, il donne bien les ports qu'il a trouvés dans Consul où se trouve l'application verte. Voilà. Alors est-ce qu'il y a des gens qui ont voté? Ah c'est vrai? Ah oui, vous n'avez pas de Wi-Fi? Ah quand même, ah. Ok. Donc ce qui se passe maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe si je veux déployer une nouvelle version de mon application. D'accord? Donc je ne veux pas juste cette application-là, je veux déployer une nouvelle version. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une édition du code et je vais déployer cette nouvelle version de l'application. Donc je me dépêche un peu parce qu'il est déjà 40 et que sinon Maria va m'engueuler. Ok. Non, c'est pas ça. Ah, ok. Ah ouais, c'est ça, voilà. Non, c'est pas évident. Donc je vais juste décommenter quelques petites choses en plus. Je vous montrerai ce que j'aurai le temps de vous montrer après, mais on a vu le principal déjà. Ok, donc là, il se passe la même chose que tout à l'heure. Donc je vais builder, je push vers GitHub. Travis va récupérer le nouveau code. Il va builder un nouveau conteneur. Et ce qu'il va faire en plus, c'est que tout à l'heure, il s'est arrêté là. Mais là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller sur l'URL que je vous montrais ici. Et il va déterminer si le code qui est actuellement déployé tourne sur bleu ou sur vert. Et en fonction de l'environnement sur lequel il tourne, il va déployer l'autre. D'accord? Donc là, comme on a le green qui est déployé et qui est actif en production, il va déployer normalement le blue. Donc je vais juste voir ici, cliquer ici pour qu'on le voit quand il est terminé. Ok. Donc une fois que ça sera fait, on verra bien les deux nouveaux services, enfin le service VoteBlue qui sera deux fois dans le conteneur. Et ensuite, ce qu'on pourra faire, c'est qu'on aura notre code de production qui passera toujours sur vert, et on pourra tester le bleu. Hein. Donc, soit en se connectant directement au conteneur, donc voilà, c'est assez simple. Si y a une IP publique, on peut se connecter directement et voir comment ça se passe. Ou alors, ce qu'on peut faire en faisant des trucs dans HAProxy, c'est qu'on peut tricher dans HAProxy et dire si jamais il y a un header qui s'appelle xcolor qui vaut blue, alors tu changes le routage. Donc, pendant que ça build, je vous montre ça. Et puis, de toute façon, je pense que je vais terminer là. Donc voilà, c'était la partie qui est là, dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure. En fait, avant de prendre le backend par défaut, on teste s'il y a un header, et ça permet de tester avant de déployer un code en production. Moi, depuis mon laptop, je vais pouvoir me connecter à la partie bleue de l'application pour voir comment ça se passe. Donc, le temps que Travis finisse, je vous montre juste ce que j'ai changé dans l'application. Ok, c'est parti. Donc j'ai changé deux petites choses. J'ai rendu le titre paramétrique, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de prendre un titre en dur comme tout à l'heure, le titre, je vais aller le chercher dans Consul. Donc je vais tout de suite aller mettre un titre dans Consul pour faire bit. Donc le titre s'appelle params/title. Et c'est un paramètre pour la stack blue, et on va mettre hello again. Ok, allez, dépêche-toi. C'est bon, on y est presque, on y est presque. C'est parce que le réseau est lent.
Donc je vous montre ça dès que c'est terminé. Alors, ce que je viens de faire là, c'est que j'ai mis un paramètre dans Consul, ce qui fait qu'en fait l'application, on peut directement aller chercher des paramètres de configuration dans Consul. Ça peut être des paramètres d'infrastructure ou des paramètres applicatifs. Donc là, c'est vraiment un paramètre applicatif. On change le titre du site. Et une autre chose qu'on peut faire aussi, et donc on le fera pendant que je serai en train d'enlever mon casque et tout à l'heure, c'est qu'on peut faire du feature toggling. Donc l'intérêt, c'est je peux dire dans Consul si une feature qui est dans le code est activée ou pas. Donc vous voyez, j'ai mis un bout de code dans le code Python qui est juste là-bas à droite. C'est si jamais la feature est activée, alors on affiche un message en plus dans l'application. Et voilà. Donc ça c'est super, normalement c'est bon. C'est bon. Donc là j'ai bien mon service vote blue. Ok, donc ici là, je suis sur la stack green. On va tricher, on va lui dire, on va tester notre nouvelle version de l'application. Ok, ça marche pas très bien. Je vais y arriver. Ok. Donc maintenant, on est bien servi par la stack blue et plus par la green. Donc en production, si vous vous connectez sans changer le header, vous serez toujours sur la green de votre côté. Et le titre, vous voyez, le titre a changé. C'est plus Hello Tiad, c'est Hello Again. D'accord. Donc si maintenant je veux le faire pour toute la production, je vais changer la route par défaut. Vous vous rappelez tout à l'heure, la route, on avait mis green. Maintenant, je vais mettre blue. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était qu'on va activer la feature. Donc features, si j'arrive à le taper. Alors elle s'appelle container ID. Voilà, donc normalement si je retourne ici et que j'enlève ça, on devrait quand même arriver sur la blue puisque j'ai changé le routage. Et normalement le code qui est en bas là, il devrait être enrichi de l'ID du conteneur qui sert l'application. Donc voilà, on a bien marqué Hello Again et, voilà. Et on voit qu'on passe sur plusieurs conteneurs différents parce que HAProxy fait du round robin entre les différents composants. Donc effectivement, je suis désolé, je suis un tout petit peu en retard, mais si vous avez des questions, on peut en parler juste après. Je suis là et puis je serai là tout à l'heure quand on ira boire un coup. Et tout le code est sur GitHub. De toute façon, les slides seront distribués. Il est là-haut si vous voulez regarder. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi me pinguer sur Twitter.